Mais d'abord, on commence par votre rubrique L'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art. Sybille Aoujane est avec nous. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Comment allez-vous ? Très bien, merci. C'est le retour, vous allez nous dire ça aujourd'hui, de la maison de vente Pierre Berger et Associés. Oui, car aujourd'hui a lieu la vente inaugurale de la maison de vente aux enchères Pierre Berger et Associés. Une vente inaugurale qui propose aux enchères environ 200 lots représentatifs des spécialités de la maison de vente. On retrouvera ainsi des dessins anciens du XVIe siècle jusqu'au XXe siècle, provenant notamment de la collection Pardinel, des lots aussi provenant de Chine, comme une paire de chameaux en terre cuite datant de l'époque Tang, un ensemble de tresses, tapis, ou encore des artistes modernes se représentant avec des œuvres de Pompon, Armand, Orlinski, aussi des objets de design de Jean Prouvé ou Ludwig Mies van der Rohe. Voilà, donc les prochaines ventes resteront aussi autour de ces spécialités de la maison, art asiatique, haute époque, art contemporain, bijoux, livres et manuscrits. Sybille, Pierre Berger et Associés, ça a été créé en 2002. Pourquoi on parle de vente inaugurale alors ? Alors après avoir essuyé des difficultés économiques et des ennuis judiciaires liés à des soupçons d'escroquerie, la maison de Pierre Berger et Associés a été placée en redressement judiciaire fin 2022. Elle a été reprise ensuite en février pour un montant de 7 000 € au tribunal de commerce par le commissaire-priseur Alexandre Landre, selon les montants dévoilés par Le Monde. Alors c'est une nouvelle équipe qui prend la tête, prend les rênes de cette société, notamment avec Arnaud Montebourg qui en sera son président et le commissaire-priseur Richard Bédot qui sera aussi associé. Sybille, une nouvelle plateforme d'achat d'art a été créée aussi. Oui, c'est la plateforme Your Art. C'est une plateforme numérique dont le but est d'exposer et vendre les œuvres d'artistes amateurs et professionnels sans sélection. C'est à peu près là que se situe vraiment la nouveauté. C'est là que se différencie Your Art des différentes plateformes qui sont déjà très présentes sur le marché aujourd'hui. Une première levée de fonds de 9 millions € soutient ce lancement. Et comment fonctionne le site pour les artistes ? Alors tout d'abord, les artistes doivent s'abonner à cette plateforme pour un montant situé entre 10 et 30 € par mois. Cela lui permet d'exposer dans un espace virtuel assez modulable ses œuvres, soit dans un simple portfolio ou alors dans une galerie virtuelle 3D. Artistes et galeristes peuvent aussi proposer leurs œuvres dans un décor 3D et le site prélève ensuite 5 à 10% de commission. Le lancement de cette plateforme se fait tout de même dans un climat d'incertitude du marché de l'art en ligne, ce qui a été souligné par le dernier rapport Hiscox qui a été publié en avril dernier. Et enfin, le Royaume-Uni qui durcit sa législation face au commerce d'ivoire. Oui, l'ivoire alors ne concerne pas seulement les éléphants, mais aussi les hippopotames, les morses, les narvals ou encore les orques. C'est un commerce visé par un projet de loi du gouvernement britannique. La loi aujourd'hui date de 2018, elle est entrée en vigueur le 6 juin 2022 et elle interdit le commerce d'objets contenant de l'ivoire d'éléphants. Et le Royaume-Uni souhaite aujourd'hui étendre cette loi pour le commerce d'ivoire de toutes ces espèces, y compris donc les importations et les exportations. Le texte doit encore être voté par le Parlement. Concernant l'ivoire d'éléphant, il y a tout de même quelques exceptions qui concernent les objets d'une, je cite, valeur artistique, culturelle, historique exceptionnellement élevée. Mais pour rappel, la loi de 2018 a quand même mis 4 ans pour être entrée en vigueur, critiquée par certains antiquaires. Merci beaucoup Sybille. On ne sait pas comment ça se passe en France d'ailleurs, peut-être que vous viendrez nous dire ça la prochaine fois. C'est l'heure de l'interview. Maintenant, je le disais, c'est le deuxième invité de votre série Sybille sur la question de la provenance des œuvres d'art. La semaine dernière, vous receviez Corinne Herskovitch, une avocate engagée pour leur restitution. Votre invité ce jeudi, c'est Baudouin Lebon, vice-président d'Astre et galeriste. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, merci beaucoup de nous accompagner. L'occasion de revenir, je le disais, sur votre travail en tant que galeriste et pour s'assurer de l'authenticité des œuvres. Ma première question, Baudouin Lebon, elle est simple, on peut peut-être faire un constat un peu global. Les fraudes en matière artistique, est-ce que c'est un phénomène que vous constatez actuellement, qui s'est amplifié, accéléré ? Alors disons qu'on en parle plus depuis quelque temps, en particulier suite aux objets, à la vente des objets égyptiens qui ont été cédés de manière frauduleuse. Le cas du Louvre, vous voulez dire ? Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, le cas du Louvre. Oui, le cas du Louvre à Abu Dhabi. Mais sinon, je pense que la proportion d'objets
recélée, on peut appeler ça comme ça, elle n'est pas si importante que ça. Simplement, c'est vrai que c'est une règle que tous les marchands et intermédiaires du marché de l'art devraient avoir, c'est effectivement de se préoccuper chaque fois de la légitimité des œuvres, qu'elles soient au niveau authenticité ou de leur provenance. Mais là, vous parlez de recel, mais concernant vraiment les fraudes artistiques, dans le sens où ce sont des artistes qui vont copier des œuvres d'art et qui vont ensuite les vendre comme si c'était des vraies œuvres authentiques. Alors, Ça, est-ce que vous en voyez une hausse? J'en ai déjà vu, mais sinon, si je veux parler en chiffres, aujourd'hui, ça fait 50 ans que j'ai ma galerie. J'ai eu entre les mains environ 50 000 œuvres, quel que soit le support, papier, estampes. Que ce soit œuvres modernes, anciennes, contemporaines. Et si j'ai eu 100 œuvres fausses entre les mains, c'est le maximum, sachant que souvent, il y a ce que j'appellerais des pépites ou des mines. C'est-à-dire qu'en fait, le faussaire, en général, réalise 50, 100, 200 œuvres qu'il essaye d'écouler à peu près en même temps sur le marché. Donc, si on est vigilant et si on fait un petit travail de détective, on arrive à... C'est-à-dire qu'il va faire la même œuvre 200 fois et il va... Non, pas la même œuvre, mais il va inventer... une série d'œuvres. Une série d'œuvres. Par exemple, j'ai eu entre les mains des œuvres de Michaud. Il avait réalisé 50 œuvres de Michaud, qu'il a mis en place sur le marché, aussi bien chez des commissaires-priseurs en région que dans des galeries, essayer de les vendre dans les galeries à Paris ou par l'intermédiaire de commissaires-priseurs aussi parisiens. Mais parce que quel est l'intérêt de faire tout d'un coup, d'abonder le marché d'une série d'œuvres dont le marché de l'art n'a pas du tout connaissance? Alors, je pense que la première chose, c'est le faussaire a comme, disons, proverbe l'appât du gain. Et donc, il veut aller vite. Et deuxièmement, je pense qu'effectivement, si vous allez vite, les gens n'ont pas le temps de réaliser qu'il y a un système qui est mis en place pour écouler des faux. Et donc là, il y a eu... c'est passé devant le Sénat, ce qui a été adopté, une proposition de loi de Bernard Fialaire. Est-ce que... Comment vous réagissez à cette proposition de loi? Est-ce que c'était une loi qui était attendue de la part des galeristes? Alors, pour être honnête, beaucoup de galeristes ne veulent pas se préoccuper de la provenance. Je pense plus pour des raisons de secret professionnel et puis peut-être de nécessité de travail, d'enquête. Mais parce que ça leur demande tout simplement plus de travail. Ça demande plus de travail et puis que la plupart du temps, ce qui les intéresse, c'est l'objet même. Je ne veux pas critiquer mes confrères, mais... Enfin, si cette info, c'est quand même un problème. Alors, en général les antiquaires font attention à ça. Et puis, alors, vous avez deux phénomènes. Vous avez ce que j'appellerais l'antiquaire receleur qui cherche à placer des faux. Et puis, vous avez aussi ce que vous faites malgré vous, à l'insu de votre plein gré, c'est de vendre des faux sans le savoir, parce que si le faux est très bien fait, l'expertise n'a pas été bien faite. Souvent, il n'y a pas uniquement un problème d'expertise, parce que surtout, c'est pas mon domaine, mais en art ancien, il peut y avoir, par exemple, au mobilier, on mélange des parties vraies avec des parties plus modernes, mais ça peut être aussi le fait qu'on se fie à la provenance, justement. On ne vérifie pas la provenance. Donc on dit, vous savez, ce mobilier vient de la famille de Rothschild, il a appartenu à Madame de Maintenon. Et beaucoup de gens ne vérifient pas ces informations. Et ça aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important. Surtout que ces documents sont fabriqués en même temps par le faussaire. Enfin, le faussaire ou la personne qui... Mais là, ce qui est intéressant avec cette loi, c'est tout de même qu'ils prennent en compte... plus déjà d'œuvres d'art. Par exemple, c'était à l'époque de la première loi qui était en 1895, il me semble. À cette époque-là, les photos n'étaient pas concernées par les faux. Donc déjà, pour vous, ça peut être plus intéressant vu que vous vendez des photos. Même en photographie, il y a eu des faux. Il y a eu une vente aux enchères il y a déjà 10-15 ans en Normandie, et ils avaient inventé un photographe qui était en réalité un peintre. On avait soi-disant retrouvé toutes les photos dans le grenier. Et on s'est aperçu après que c'était des daguerréotypes fabriqués aujourd'hui. Et deuxième point dans cette loi, c'est qu'il parle aussi que, justement, maintenant, sera inscrit dans le fait de faire un faux, le faux de créer une provenance, de changer les certificats. Ça peut être quelque chose qui vous concerne particulièrement, du coup. Oui, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le document le faux, qui accompagne le faux est lui-même un faux. Donc il faut vérifier la véracité du document qui en général, permet au faussaire de vous faire croire à sa véracité.
Qu'est-ce que cette proposition de loi, cette loi, voilà, comment, de quelle manière elle peut aider un galeriste aujourd'hui, comme vous, qui avez l'air de déjà faire ce travail de détective? Peut-être d'autres galeristes le font moins pour des raisons de moyens aussi, c'est ce que vous nous disiez. Est-ce qu'elle peut apporter une méthode d'authentification pour aller chercher la provenance? Est-ce qu'elle peut accompagner des galeristes déjà convaincus comme vous, ou peut-être aller chercher ceux qui le sont moins et qui sont un peu moins habitués à aller chercher la provenance des œuvres d'art? Disons que je pense que c'est une loi qui permet aux marchands et intermédiaires du marché de l'art de se rendre plus responsables, Oui. et d'avoir le réflexe, de la même façon que on est aujourd'hui chargé de vérifier la provenance des fonds quand on vend à un client qu'on ne connaît pas, et de le dénoncer à Tracfin si on pense que cet argent a été blanchi illégalement. Donc là, je dirais que c'est la même chose pour les œuvres d'art, mais c'est à nous de faire attention même surtout quand elle est, comment dire, de très bonne qualité. En apparence, il faut vérifier si elle n'a pas été volée, si elle n'a pas été, ou si c'est pas un faux très bien fait. Elle peut permettre donc déjà de concerner davantage les marchands d'art. Et comment vous faites, justement, vous avez dit quand même que c'était quand même arrivé dans votre longue carrière. Comment ça s'est passé, vos recherches derrière une œuvre d'art qui s'est en fait révélée être une fausse? Il y a, disons, avec les artistes vivant, c'est assez facile, on peut aller voir l'artiste, même si parfois il a mauvaise mémoire, et il peut vous dire que c'est un faux alors que c'est un vrai. Ah oui, c'est déjà arrivé. Ça peut arriver. Non, c'est vrai que pour l'art contemporain, c'est vrai qu'on va le mettre à part parce que c'est peut-être déjà la plus facile, Voilà. puisqu'on peut de toute façon parler en art ancien, disons qu'il faut, la première chose à faire, c'est effectivement d'abord faire des analyses chimiques, scientifiques sur les œuvres d'art, c'est-à-dire la nature du papier, la nature des pigments, enfin le papier ou du support, et de vérifier que effectivement ça peut, si on a des doutes. Mais ça, c'est quand il y a eu un doute, parce que oui. vous ne faites pas ça pour toutes les œuvres d'art, j'imagine. Heureusement, non. Oui. Non, mais parce que justement, si on est sûr de la provenance, on a moins besoin de faire des recherches. Parce que vous avez eu tous les papiers et que pour l'instant, il y a une traçabilité qui est... Oui, mais même la traçabilité, quelquefois, il y a des laps de temps où elle est inconnue. Très bizarrement. J'ai déjà même vendu des œuvres d'art contemporain où on a perdu 10 ans. On ne sait pas où a été le tableau. En même temps, on sait très bien que il n'y a aucun problème sur l'authenticité. Mais la personne qui l'a vendu à l'époque est décédée. La deuxième personne, entre-temps, est également décédée. Et celle qui a revendu, décédée. Donc, d'accord. Il se trouve que ça n'a pas été indiqué dans les archives de la galerie. Et l'autre chose... du coup, là, on était, si vous avez un doute, vous allez... Dans un doute, donc il faut regarder déjà la qualité de l'œuvre, et puis ensuite vérifier les provenances, surtout quand il y a des documents qui à la première lecture paraissent très bien, et puis à la deuxième lecture, on s'aperçoit que la provenance provient, par exemple, uniquement des gens décédés, mais dont les archives ont disparu, des galeries qui ont fermé. Donc c'est assez amusant d'ailleurs de voir le brio avec lequel les faussaires ou les resellers cherchent à fabriquer l'authenticité d'une œuvre et son, comment on appelle ça, tout leur recours à l'imaginatif qu'ils auront voilà. pour faire tout ça. Et c'est vraiment de la responsabilité du galeriste de prouver que cette œuvre-là est une œuvre authentique. Ah ben ça, de toute façon, nous sommes responsables. Si on vend un faux par erreur ou par manque d'information, on est responsable et on est prié d'une part de la racheter le prix qu'on l'a vendu, et puis deuxièmement de faire le nécessaire par rapport à la justice ou à la police. Et dans cette loi, il y a aussi tout un aspect concernant la technologie. C'est une loi qui s'inquiète aussi des nouveaux outils numériques qui vont permettre de créer des faux plus facilement. Est-ce que vous, en tant que galeriste d'art contemporain, du coup, ça vous inquiète? Parce que ça, c'est facile à... Disons que à partir du moment où il y a une nouvelle technique, il y a toujours comment s'appelle son complément, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être un faussaire ou un truand. Les NFT dont on a beaucoup parlé, on nous disait que c'était pas possible de les voler parce qu'il y a les blockchains. Il y a comme une galerie anglaise qui s'est fait voler 60 NFT. On vous dit que c'est unique, ça se copie. Donc on trouve toujours, il y a toujours des astuces. De la même façon, on sait très bien quand on fabrique des nouvelles serrures, c'est pour ça ne permet aux cambrioleurs d'augmenter le temps pour pouvoir forcer la porte, mais elle est toujours forçable. Est-ce que il y a des caractéristiques sur des œuvres qui vous donnent particulièrement du fil à retordre?
À authentifier, à certifier Parfois, oui, parce que j'ai eu entre les mains de Kooning. Je l'ai montré à des spécialistes de Kooning, à des grands amateurs de Kooning. Tout le monde m'a dit ça est formidable, il y a toute l'énergie, c'est l'artiste. Et justement, il y a le document qui l'accompagnait qui disait provenance galerie Intel en Belgique, mais qui avait fermé, et galerie à New York. Là, heureusement, je connaissais la galerie qui avait également fermé, mais la secrétaire avait gardé toutes les archives photographiques, et comme tout était photographié systématiquement, elle m'a confirmé, elle m'a dit d'abord j'ai une très bonne mémoire photographique, j'ai jamais vu cette œuvre, mais on va vérifier dans les archives, et effectivement, elle n'existait pas. Mais bon, mais c'est vrai que aussi c'est une question d'habitude. À partir du moment où on commence à avoir des réflexes, on a une chance de pouvoir vérifier qu'il y a un problème avec une œuvre. Mais du coup, c'était une œuvre qui n'existait pas et qu'on connaissait pas du marché de l'art et qui était une vraie, ou c'était une fausse? Non, c'était un faux. Ah, c'était un faux, d'accord. Oui, je me suis mal exprimé, mais c'était un faux. Et concernant, juste pour finir, la loi, est-ce que vous trouvez qu'elle est complète? Est-ce que vous pensez en tant que galeriste qu'il faudrait rajouter certains aspects? On peut toujours rajouter certains aspects, mais je pense qu'à partir du moment où on précise d'une manière large que nous sommes responsables de la provenance des œuvres et qu'on doit faire les recherches dans la mesure de nos moyens, parce que c'est sûr que s'il s'agit d'une antiquité, on peut pas remonter la provenance jusqu'à l'an 2000, moins 2000, mais par contre, on peut vérifier si elles ont une partie de fouille légale ou illégale, ça oui. Mais bon, je pense qu'après, il faut montrer qu'on est de bonne foi et qu'on a cherché à vouloir vendre un bien qui soit propre. Merci beaucoup, Baudouin Lebon, d'avoir été avec nous, de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes le vice-président de l'association Astre et galeriste. Donc, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci, Sybille. On vous retrouve bien sûr jeudi prochain pour la suite de cette série sur la provenance des œuvres d'art. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.